Pathologie du pied, traumatologie, rhumatologie, dermatologie. Tous les jours, nous accueillons nos patients, parfois souffrants. Nous les écoutons et cherchons les différents signes cliniques permettant à notre expérience de spécialiste de poser un diagnostic. Certains cas cliniques, fréquents ou plus complexes, nécessitent le besoin d'avoir accès à une base de données des pathologies fiable et validée par un comité scientifique. Découvrez le premier support de diagnostic des pathologies de l'appareil locomoteur. Cherchez les différents diagnostics par des mots-clés, des filtres ou un squelette 3D. Sélectionnez la pathologie pour découvrir les étiologies, les signes cliniques, les traitements. Comparez les différents diagnostics différentiels. Découvrez les examens complémentaires nécessaires et les orientations thérapeutiques conseillées. Regardez des vidéos de tests palpatoires et d'auto-rééducation à proposer à vos patients. Éditez des fiches pratiques avec des conseils spécialisés permettant d'évaluer la douleur et de la classer par des scores scientifiques, ainsi que d'améliorer la communication avec votre patient et vos confrères. Bienvenue dans Didoc, support de diagnostic de l'appareil locomoteur pour les professionnels de santé, créé par des professionnels de santé. Bonjour, je suis Pierre Baroux, je travaille à la clinique du sport en tant que chirurgien du pied. Je vais vous parler de la chirurgie de la luxe valgus telle qu'elle est pratiquée actuellement et les évolutions qui ont été faites les dernières années. Donc, cette chirurgie a fait beaucoup de progrès ces 15 dernières années, des progrès dans différents domaines, des progrès techniques notamment. Les interventions sont maintenant mieux maîtrisées, elles ont fait leurs preuves scientifiques et il y a également des progrès technologiques avec l'évolution des matériaux, d'ostéosynthèse, l'évolution des chaussures et également de gros progrès dans la prise en charge post-opératoire. La gestion de la douleur, les bandages, la kiné, la podologie. Nous allons voir tout ça. Alors d'abord les progrès techniques. Donc quand même progressivement un consensus sur toutes les interventions, nombreuses interventions qui existaient sur la chirurgie de la luxe valgus, un consensus se dégage. C'est une ostéotomie plutôt distale et de translation et plutôt fixée. Alors ça peut être un scarf court, vous voyez la façon de couper ce premier métatarsien. Avant on faisait plutôt des scarfs longs, mais il a tendance à se raccourcir et à ressembler à une ostéotomie en chevron, qui est également très populaire. Donc ce sont les deux interventions les plus pratiquées actuellement et il y a vraiment un consensus là-dessus, qui s'établit progressivement. Alors un des faits majeurs, c'est la diminution de l'invasivité. La chirurgie mini-invasive se développe. Vous voyez ici un exemple de scarf long, ce qu'on faisait dans les années 90, et maintenant une incision uniquement centrée autour de la bosse, et donc c'est ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive. Et il y a aussi le développement de la chirurgie percutanée, qui est une chirurgie où on introduit une fraise qui va couper l'os à travers une toute petite incision, et ça, donc c'est la chirurgie percutanée. Donc, dans les deux cas, il y a une diminution de l'invasivité, c'est vraiment un des phénomènes. Donc, on avance aussi dans la connaissance scientifique avec les revues, les livres qui, au fur et à mesure, évidemment, nous font progresser. Et il y a beaucoup de cours sur cadavres ou des cours théoriques développés par les sociétés savantes, l'Association française de chirurgie du pied, le groupe de chirurgie, de recherche en chirurgie mini-invasive, les instances européennes, mondiales. Donc tout ça se développe beaucoup et on assiste en orthopédie au développement de l'hyperspécialisation. Maintenant, de plus en plus de chirurgiens sont spécialisés dans une articulation, le genou, l'épaule, la main, la hanche, le rachis et le pied et la cheville. Le pied et la cheville vont vraiment ensemble et ce sont des spécialités à part entière. Il y a le développement l'apparition d'un diplôme de chirurgie du pied et de la cheville depuis 2001, donc qui vraiment labellise les chirurgiens. Alors les progrès technologiques, dans le matériel d'ostéosynthèse, les progrès se font avec des vis de plus en plus performantes. Ici, vous voyez un exemple de vis qui est filetée, dont la tête est filetée, qui va être enfouie et qui coupe l'os directement autour de la broche. Vous voyez ici un exemple d'introduction. On introduit la broche après avoir fait l'ostéotomie. Donc ici, c'est un scarf. Et on mesure la vis et on va l'introduire directement autour de la broche. Avant, on méchait l'os
autour de la broche, ce qui pouvait donner un peu de brûlure d'os, pouvait faire qu'on ressentait un peu trop la vis autour sous la peau. Et là, on introduit, vous voyez, directement, elle est autoforante et autotaraudeuse. On l'introduit directement, vous voyez les copeaux d'os qui se forment et ensuite la vis qui rentre directement. Donc c'est avec des diamètres très très fins, 2,5 mm, c'est vraiment petit et technologiquement c'était assez difficile d'arriver à maintenir une solidité de la vis qui est cannulée, donc qui est percée. Et voilà. Et vous voyez la solidité du montage autorise, vous allez voir, un appui de plus en plus précoce sur cette ostéotomie. Et donc ça, c'est vraiment un progrès. Voilà, certains font maintenant aussi sans vis. Je parle ici pour l'ostéotomie du premier métatarsien, grâce à des coupes un peu plus biseautées. Et voilà, ou bien la technologie, les vis adaptées à la chirurgie percutanée, avec des vis, avec des têtes biseautées, qui permettent donc des grands déplacements et qu'elles ne dépassent pas surtout. Les progrès technologiques au niveau des chaussures. Vous voyez, alors on va voir un peu l'histoire du chaussage post-opératoire, c'est quelque chose qui me tient à cœur évidemment, puisque la chaussure porte mon nom, enfin pas le mien, mais celui de mon père. Donc c'était en voyant ces patients marcher sur les talons qu'il a eu l'idée de construire cette chaussure à appui talonnier qui laissait l'avant-pied libre, en tout cas exempt de tout mouvement de pression, et qui a vu le jour en 81. Donc il y a eu une évolution parce qu'elle n'était pas très pratique, donc un peu plus moderne, un peu plus recouvrante et protectrice. En 86, celle-ci a vu le jour et permettait vraiment aux patients de marcher. C'est elle qui a vraiment aidé au développement de la chirurgie de l'avant-pied, fabriquée en France par Romain Industries, qu'on appelle la type 1, qui est toujours d'actualité, qui sert encore sur les interventions nécessitant aucun appui sur l'avant-pied, c'est-à-dire tout ce qui va au-delà du lisfranc, distal par rapport au lisfranc. Donc les arthrodèses, les scarfs première version, qui étaient un peu plus longs et un peu plus fragiles, et aussi les grandes reconstructions de l'avant-pied, scarf et veil, qui nécessitent donc qui sont des ostéotomies de tous les métatarsiens. Donc maintenant on est passé pour d'autres opérations plus classiques à des chaussures avec un appui partiel, que ce soit ces différents modèles, elles ont plus ou moins toutes l'avant-pied qui est biseauté et qui est dans le vide, mais une semelle souvent en tampon buvard qui permet un roulement du pied et un appui partiel et modéré sur l'avant du pied, parce que voilà, la chirurgie percutanée doit avoir un appui au niveau de l'avant-pied, parce que les os ne sont pas fixés et nécessitent une compression par l'appui pour pouvoir bien consolider. Ou alors la chirurgie classique stable du premier rayon, la luxe valgus simple, peut tout à fait avoir de l'appui sur l'avant-pied. Vous avez vu au cours de l'ostéosynthèse pendant le film, c'était assez solide. Et évidemment, l'association des deux, chirurgie percutanée et chirurgie stable du premier rayon, peuvent être associées et aller sur ces chaussures. Donc avec les kinés, il y a eu pas mal de progrès, notamment les strappings à l'IPAFIX. Bon, après massage, gel cryo, en post-opératoire à 15 jours et à 1 mois. La contention par ce strapping est vraiment un progrès. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'autre topo par Paul Rocher sur ce sujet. Et vous voyez ici comme on peut rattraper un erectus du premier rayon avec un strapping qui va positionner l'orteil, et ça tient 15 jours. Donc voilà, on s'affranchit d'un bandage fait à la maison régulièrement par une infirmière qui ne sait pas dans quelle position mettre les orteils, c'est pas son métier. On est tranquille, et en plus on peut se doucher avec. Vous voyez, donc le massage est fait, il décontracte bien le pied, il relâche les muscles, il permet de discuter avec le patient, de redonner les conseils, et donc c'est vraiment un moment privilégié, presque de détente, je dirais, en tout cas de réassurance. Et ensuite le strapping qui va limiter l'œdème, qui va donner la position que l'on veut au gros orteil. Et parce qu'il y a la mémoire du valgus, et donc il y a une tendance éventuellement à repartir un peu si on ne le laisse pas cicatriser dans la bonne position. Donc avec le strapping, voilà, c'est surtout à ce moment-là que se fait, voilà, qu'on donne la position qu'on veut aux gros orteils. Mais on peut le faire aux autres orteils aussi.
éventuellement associés. Surtout le second, qui a tendance à se relever toujours un peu après la chirurgie. Là, on fait une bonne flexion métatarsophalangienne du second pour éviter cette hyperflexion dorsale qui est souvent réflexe après la chirurgie. Donc voilà, une visite à 2 semaines et à 1 mois, et plus si nécessaire, mais pas plus, en général. Donc, progrès dans la prise en charge. Depuis quelques années, on est passé à la chirurgie ambulatoire systématique sur les hallux valgus. C'est un peu la sécurité sociale qui nous a poussé à ça, avec une tarification différente, et donc les cliniques, les hôpitaux se sont tournés plus là-dessus par obligation. Ça nous a obligés à faire une chirurgie moins hémorragique, parce que s'ils sortent le jour même, il faut que ça soit moins hémorragique. Donc, qui dit moins hémorragique dit moins invasive, moins douloureuse, parce que pour les mêmes raisons, donc même conséquence, elle doit être moins invasive, et obligation de mieux contrôler la douleur de la chirurgie. Alors, c'est l'anesthésie loco-régionale qui est actuellement un bloc de cheville. Donc c'est un bloc sensitif, ce n'est pas un bloc moteur, donc le patient peut marcher dessus, il n'y a pas de paralysie, et c'est un bloc à action longue qui va durer 24 heures. Parce que à cause des différents produits anesthésiants qu'ils mettent à l'intérieur, ça va durer 24 heures. Et toujours la glace, la surélévation du membre, qui est très important et qui est reconnu. Et ensuite, la prise en charge médicamenteuse classique, de palier 1, de temps en temps de palier 2, et les anti-inflammatoires. Et je dois rajouter ici l'hypnose, qui est de plus en plus pratiquée au cours de l'anesthésie et qui permet d'éviter des anesthésies générales, ou en tout cas des compléments d'anesthésie générale, et qui est vraiment en vogue actuellement. Donc, on est obligé de faire une chirurgie avec l'ambulatoire avec le moins de complications possible, donc ça nous pousse vers essayer vers l'excellence, et peut-être un bien grand mot en tout cas, d'être de plus en plus performant. Donc la chirurgie du pied a meilleure réputation parce que le traitement chirurgical est allégé, il y a un meilleur contrôle de la douleur, les chirurgiens sont mieux formés, et pas que les chirurgiens d'ailleurs, les anesthésistes, les médecins et les kinés qui travaillent autour, et donc c'est vraiment un travail en équipe qui se fait par des chirurgies, des équipes spécialisées. Donc les patients aussi viennent plus tôt vers la chirurgie, donc c'est plus facile. Vous voyez, entre ces deux pieds, évidemment, l'un est l'évolution peut être l'évolution de l'autre 30 ou 40 ans après, mais c'est plus facile de traiter le cas de gauche que le cas de droite, évidemment. Donc, la chirurgie également des cas sévères a fait également des progrès grâce au développement de la chirurgie percutanée des rayons latéraux. Donc c'est, voyez, c'est la chirurgie percutanée, mais sur les rayons latéraux, des petits trous par lesquels on passe des fraises qui vont couper les os. Et ça a vraiment fait progresser la chirurgie de l'avant-pied. Vous voyez ici ce cas évolué avec un valgus des gros orteils, des griffes d'orteils, un hallux valgus évolué et un excès de longueur des métatarsiens. Donc là, il faut reculer les métatarsiens latéraux. Et vous voyez, c'est assez impressionnant. Vous voyez ces décalages osseux que vous voyez peut-être sur des radios post-opératoires qui sont faits juste, les métatarsiens latéraux, par ces petites incisions. Donc c'est vraiment mini-invasif, mais bon, à l'intérieur il y a quand même des ostéotomies, mais qui permettent un recul et qui consolident parce que c'est à foyer fermé. Donc on garde tout l'hématome nécessaire à la constitution du cal osseux. Et donc voilà, c'est la chirurgie percutanée qui vraiment rend beaucoup plus facile le traitement des cas sévères. Alors quand même, il y a de la complication. La chirurgie de l'hallux valgus, il y en a, et il faut vraiment essayer de les prévenir. Alors il y a celles que l'on peut prévenir et que l'on doit prévenir, et celles que l'on ne peut pas ou difficilement prévenir. Donc c'est important d'en parler. La principale, je dirais, c'est l'algodystrophie. Celle-là, elle est difficile à anticiper. Il faut essayer de faire une chirurgie la moins invasive possible, la moins douloureuse. La vitamine C a été prouvé que ça pouvait aider. Et il faut se méfier de certains terrains. Les gens anxieux, les pieds froids. Et il faut vraiment essayer de dépister ces gens-là, savoir récuser les opérations de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est une pathologie qui est toujours aussi difficile à traiter. Il n'y a pas de remède miracle, donc qui ne laisse pas de grosses séquelles, mais qui peuvent faire que les suites sont longues. L'infection est rare au niveau de la chirurgie de l'hallux valgus. Elle est facilement guérissable et ce n'est vraiment pas un problème
d'orthopédie. En général, l'infection en orthopédie est quelque chose de beaucoup plus problématique, notamment quand il y a des prothèses, mais sur la luxe valgus, c'est un problème assez rare et facilement guérissable. Donc ensuite, celle qu'on doit prévenir, qu'on peut et qu'on doit prévenir, notamment la métatarsalgie de transfert, c'est-à-dire la douleur sous le pied après la chirurgie de la luxe valgus. Donc ça, vraiment, ça doit être prévenu. Vous voyez ici, ce premier métatarsien a été trop raccourci et donc on a des métatarsalgies de transfert. Donc ça, il ne faut pas. Donc il faut garder l'égalité de longueur entre le premier et le deuxième métatarsien, ça c'est très important. Donc soit on le fait dès le premier coup, soit si on a ça, eh bien, il faut raccourcir après les autres si les soins de podologie n'ont pas, notamment les semelles, n'ont pas réussi à calmer la douleur. Donc, également dans la métatarsalgie de transfert, il faut bien tenir compte de la rétraction des gastrocnémiens. Ce sont les muscles du mollet qui sont trop courts et qui font qu'il y a un hyperappui au niveau de l'avant-pied. Et souvent, cette métatarsalgie n'est pas que due à la luxe valgus, elle est due aussi à la rétraction des gastrocnémiens et c'est très important d'en tenir compte. Voilà, alors ensuite les complications mécaniques, le déplacement secondaire, donc la rotation, le débricolage comme on appelle ça, bon c'est assez rare mais voilà, il faut le prévenir donc en faisant une synthèse solide, un chaussage adapté notamment sur les os ostéoporotiques, il est important d'avoir une bonne tenue. La luxe varus, c'est quand le gros orteil part dans l'autre sens, donc c'est ce qu'on appelle aussi l'hypercorrection, et résulte souvent de gestes excessifs, osseux ou capsulo-ligamentaires excessifs, donc c'est vraiment un problème technique péropératoire qui s'est passé, et voilà. La raideur, donc ça c'est quelque chose qui peut arriver, elle est multifactorielle, il y a beaucoup de causes. Mais voyez, la longueur du premier métatarsien est très importante. Voyez à gauche, on a un premier métatarsien égal au second, on a une bonne flexion dorsale. À droite, on a un premier métatarsien plus long, pas beaucoup, 2-3 mm, mais on va avoir une diminution significative de la flexion dorsale. Donc cette longueur du premier métatarsien, et ça c'est le chirurgien qui la donne, donc c'est sa faute si on le laisse trop long et qu'elle est raide. Donc là, il faut vraiment faire attention à ça. Mais ça peut être la raideur, c'est un problème de manque de kiné après ou d'auto-rééducation. L'algodystrophie peut laisser de la raideur. Il y a des facteurs intrinsèques, il y a des gens qui sont raides, des gens qui sont souples, voire hyperlaxes et qui n'auront jamais de raideur. Donc c'est vraiment multifactoriel. La récidive, alors la récidive on en parle souvent, est-ce que ça va revenir docteur, si je me fais opérer trop tôt, etc. Bon. Normalement, il n'y a pas de récidive. Si tout se passe bien, l'intervention, le terrain du malade, il n'y a pas de récidive. Si précoce, s'il y a une récidive précoce, c'est qu'il y a une erreur technique. Là, c'est un problème post-opératoire, soit une mauvaise opération ou une mauvaise prise en charge post-opératoire, une erreur technique. Si c'est tardif, il peut y avoir, ça peut revenir de temps en temps, c'est rare, mais ça peut revenir à cause de problèmes de chaussage, de détente tissulaire, dû à la ménopause, au surpoids, toutes les raisons qui font que la luxe valgus apparaît à partir de 50 ans dans certains cas. Donc il faut savoir qu'une reprise est toujours possible et en général en gardant l'articulation. Donc c'est quand même assez encourageant. Vous voyez ici un cas d'un scarf qui est bien, mais hop, il y a un déplacement secondaire et qu'il a consolidé de travers, donc récidive, eh bien on peut tout à fait reprendre en faisant une nouvelle ostéotomie et en redressant, parfois en raccourcissant aussi le reste des avant-pieds. Donc, en conclusion, ces complications ne sont pas exhaustives, il y en a d'autres, mais là je vous ai parlé des principales. En conclusion, donc, la chirurgie de la luxe valgus est bien maîtrisée grâce à une prise en charge maintenant spécialisée, elle est plus simple et il ne faut quand même pas oublier que toute intervention est susceptible d'entraîner des complications, donc il faut bien peser les indications. C'est une chirurgie fonctionnelle qui doit être vraiment réservée aux gens qui souffrent, qui ont des gênes importantes. Voilà, je vous remercie.